Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur les sources et les limites de la croissance économique. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Rappelons tout d'abord que la croissance économique est l'augmentation de la production globale de biens et services sur une période donnée. Au niveau d'un pays, si l'ensemble des entreprises de ce pays produit davantage sur une période donnée que sur la précédente, alors on peut dire que ce pays est en situation de croissance. Rappelons également que cette croissance se mesure grâce au PIB, le produit intérieur brut, et à sa variation d'une période sur l'autre. Bref, soyons sérieux, nouvelle en bref, économie. Bon résultat de l'économie française ce mois-ci, plus 4%. Rappelons enfin que dans une économie de marché telle que la nôtre, la croissance est considérée comme un objectif économique essentiel. Selon cette doctrine, les politiciens de nombreux pays, dont la France, cherchent à mettre en place des politiques dans le but de permettre à leur pays de connaître la croissance, et parmi ces politiques, on trouve celles que l'on a étudiées dans les différents chapitres précédents. Ces quelques postulats de départ étant posés, l'heure est donc venue de s'intéresser aux limites de cette notion de croissance. En repartant des sources économiques de celle-ci, il faut en effet souligner que cette logique de croissance, longtemps intouchable, n'est finalement pas sans limite. Depuis près d'une trentaine d'années désormais, d'autres logiques économiques touchant au développement durable ont émergé et deviennent de plus en plus importantes, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Vas-y mollo, d'accord? Commençons tout d'abord par identifier les sources de notre modèle de croissance et par ce qu'on appelle les facteurs de la croissance. Premièrement, pour produire plus, il faut mobiliser, fort logiquement, davantage de facteurs de production. Rappelons qu'on regroupe sous cette notion le facteur travail, c'est-à-dire le travail humain à rapprocher des ressources humaines, et le facteur capital, c'est-à-dire l'ensemble des ressources financières, matérielles ou immatérielles nécessaires au financement et à l'organisation d'une production. Par conséquent, et fort logiquement, en accumulant davantage de facteurs de production, on se place dans une position de produire davantage. Par ailleurs, la croissance économique passe également par le progrès technique, l'amélioration progressive de la technologie, le développement et la démocratisation de moyens efficaces et de méthodes de production plus efficientes ont conduit et conduisent encore de nos jours à accroître la production globale. La productivité globale des facteurs, c'est-à-dire la capacité des facteurs de production à produire davantage sur un même laps de temps, s'en est trouvée régulièrement améliorée et reste un objectif poursuivi par les entreprises, toujours à la recherche de moyens d'optimiser leurs coûts pour gagner en profit et en compétitivité. Enfin, on peut ajouter à cette liste de facteurs de croissance le rôle des institutions. Dans nos économies, on a déjà pu souligner dans de nombreuses vidéos précédentes que le rôle de l'État est de réguler les marchés et d'offrir des institutions financières et économiques stables aux autres agents, tout en participant lui-même à la vie économique et en instaurant une réglementation applicable à tous les acteurs. On soulignera ici qu'il est notamment indispensable que l'État organise l'éducation et la formation des jeunes générations afin de créer aujourd'hui les conditions de la croissance économique de demain. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Mais si la croissance économique découle de ces différents facteurs, il faut cependant distinguer cette notion d'une autre, à la fois proche et différente, celle de développement. En effet, par croissance, on entend décrire une situation d'augmentation purement quantitative et mathématique de la production. Or, il est préférable pour un État de transformer cette croissance économique en développement. Cette seconde notion ajoute à cet aspect purement économique une idée qualitative. À ce titre, le développement survient quand la croissance économique du pays se traduit concrètement par des améliorations sociales, sociétale ou environnementale. Ainsi, si un pays connaissant une croissance économique en profite pour développer ses écoles, ses hôpitaux, ses services publics et oriente son économie vers des secteurs d'avenir, notamment d'un point de vue écologique, alors il pourrait être considéré comme étant dans une phase de développement. Et c'est justement en considération de ces quelques points que l'on peut aborder les limites de la notion de croissance. Attends, on va développer. Première limite et pas des moindres, l'aspect écologique. Comme on l'a dit un peu plus tôt, produire plus nécessite de mobiliser plus de ressources. Or, cette logique nous amène aujourd'hui à surexploiter les ressources naturelles sans que nous laissions le temps à la planète de renouveler ses ressources. Pollution de l'eau, de l'air, des sols, émissions de gaz à effet de serre, réchauffement climatique, déforestation, tous ces problèmes sont la conséquence de notre logique économique de production toujours plus effrénée. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que notre société de consommation et notre modèle économique sont donc à modifier en profondeur dans la mesure où ces conséquences environnementales mettent purement et simplement en jeu notre propre survie à moyen ou à long terme. Vous allez me trouver ridicule, mais je crois que je ne pourrais pas vivre sans respirer.
À côté de ça, même sur le plan économique, le modèle de la croissance n'est pas non plus sans limite, menant au creusement toujours plus important de nombreuses inégalités. Des fortunes privées colossales, parfois supérieures aux richesses de certains pays, côtoient sur la même planète des milliards de personnes en situation de pauvreté. Pire, si la pauvreté absolue a tendance à reculer, puisque de moins en moins de personnes vivent sous le seuil critique d'1,90 $ par jour, la pauvreté relative a recommencé à augmenter, et ce, même dans certains pays connaissant une situation de forte croissance économique. Économiquement donc, la croissance ne se traduit pas nécessairement par un développement, et il est indigne que de nombreux êtres humains n'aient pas encore accès à l'eau ou à l'électricité. Notons que la moitié de la richesse mondiale se trouve aujourd'hui dans les mains d'1% de personnes. Dans le même ordre d'idées, en 2019, les 26 personnes les plus riches de la planète détenaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. Autant de constats qui ont amené de nombreux économistes et certaines institutions à se pencher sur cette question de savoir comment adapter le modèle de croissance pour en corriger les défauts sociaux et économiques. C'est ainsi qu'est apparue à la fin des années 80 la notion de développement durable. Ça c'est un bon truc, ça. Quel genre de truc? Ce concept, né en 1987 dans un rapport de l'Organisation des Nations Unies, se veut être une réponse aux limites du modèle actuel de la croissance. Le développement durable se définit comme étant, je cite, un mode de production permettant de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. En d'autres termes, l'idée est de rendre compatibles les succès actuels de l'économie en corrigeant les conséquences négatives du modèle de croissance sur les questions sociales et environnementales. C'est donc logiquement que le développement durable repose sur 3 piliers. Un pilier économique tout d'abord, l'idée étant de continuer à créer de la richesse tout en améliorant les conditions de vie et la rémunération des travailleurs afin d'aboutir à un modèle se voulant viable. Un pilier environnemental ensuite, afin que la production ne soit plus de nature à mettre en péril l'humanité du fait des changements climatiques liés à l'activité humaine, afin d'aboutir à un modèle se voulant vivable. Un pilier social enfin, le nouveau modèle devant assurer l'éducation, la formation, l'emploi ou la santé pour tous dans un modèle se voulant également équitable. Votre proposition est intéressante et elle me teinte. Cette ligne de conduite étant posée avec les nombreux objectifs établis par les États et les institutions internationales à plus ou moins long terme, reste à savoir comment mesurer économiquement les avancées réalisées sur ces différents aspects. Sur le plan économique, plusieurs indicateurs ont été imaginés. Le premier d'entre eux, l'IDH pour indicateur de développement humain, se donne pour objectif de mesurer le développement. Son principal intérêt est d'être calculé à partir de différents indices reposant chacun sur un des piliers du développement durable, comme la scolarisation, l'espérance de vie à la naissance ou encore le revenu national brut par habitant. On peut également citer l'empreinte écologique, chargée de chiffrer aussi bien que possible l'impact environnemental des activités humaines, notamment en se basant sur la quantité de ressources naturelles exploitées par un pays pour assurer son train de vie. Enfin, citons également le PIB vert, chargé de vérifier que la croissance d'un État est soutenable en incorporant au calcul traditionnel du PIB des variables en lien avec les enjeux écologiques. Quoi qu'il en soit, il est absolument indispensable de rapidement prendre conscience de l'ampleur des changements à prévoir afin d'atteindre les objectifs scientifiques, écologiques et économiques fixés. Seule une transition écologique rapide et franche sera de nature à garantir à l'humanité sa survie et sa future prospérité. L'écologie, c'est pas préférer les pandas aux humains, c'est pas du militantisme, c'est pas de l'engagement politique. L'écologie, c'est éviter que l'homme se tue tout seul comme un con. C'est tout. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.